Donc, bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de l'Alpha de la Finance. Tout d'abord, je tiens à remercier nos partenaires, la SAL, qui propulse notre podcast. Aujourd'hui, je reçois des invités exceptionnels de la Caisse des dépôts et déplacements du Québec, donc la CDPQ, qui est une institution forte dans le monde financier. Donc, je reçois aujourd'hui Rosiane Gagnon-Loisel, qui est conseillère en acquisition de jeunes talents. Ensuite, je reçois Marc-Olivier Caron, qui est premier analyste en recherche globale dans les secteurs industriels, ressources et services publics. Et c'est aussi un ancien du Fonds Alpha, donc c'est super plaisant de voir les anciens. Bonjour. Bonjour. Et je reçois Claudia Courteau, qui, elle, est analyste principale en solutions de financement. Donc, bonjour Claudia. Bonjour. Lors de cet épisode, dans le fond, nos invités ils vont partager leur parcours académique ainsi que leur parcours à la CDPQ et ainsi aussi qu'est-ce qu'ils font en ce moment à la CDPQ. Nous allons explorer également des conseils pratiques pour décrocher un stage et aussi exceller dans ces stages-là. Puis par la suite aussi bâtir une carrière dans le domaine financier. Finalement, grâce à vos questions que vous nous avez posées, chers auditeurs, nous avons abordé certains aspects pratiques comme les erreurs fréquentes en entrevue. Aussi, on va faire des astuces pour, l'importance de l'analyse ESG et des anecdotes marquantes des projets que nos invités ont vécu. Fait qu'on va quand même se lancer dans le vif du sujet. On va y aller un peu avec votre parcours académique et professionnel, ainsi que votre rôle actuel à la CDPQ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait commencer de nous parler de qu'est-ce qu'ils font à la CDPQ, comment ils se sont rendus là? Peut-être Olivier, n'importe qui. Je peux me lancer. Vas-y. Donc, j'ai fait un bac en finance à l'Université de Sherbrooke. Ouais. J'étais dans le programme coop, donc j'avais fait quand même plusieurs stages durant mon bac. Par contre, aucun stage avec la Caisse. Là, j'étais allée vers d'autres institutions. Par la suite, j'ai fait une maîtrise à HEC en affaires internationales. Puis j'avais commencé à m'intéresser un peu à l'investissement ESG. Okay. Donc, pour mon projet de maîtrise, je suis allée à la Caisse faire un stage dans une équipe qui s'appelait Risque ESG à l'époque. C'était super aligné avec mon projet de maîtrise. Suite au stage qui a duré 8 mois, j'ai eu la chance de décrocher un poste dans l'équipe Risque ESG. Fait que je suis directement, en fait, rentrée à la Caisse après l'école et après mon stage. Puis j'ai été dans cette équipe-là durant peut-être 1 an et demi, 2 ans, avant que l'équipe soit fusionnée avec Investissement durable qu'on connaît aujourd'hui. Donc, vraiment une équipe qui s'occupe de l'investissement durable à la Caisse. J'ai fait ça presque 3 ans. Puis, avec la pandémie, où est-ce qu'on s'est tous un peu remis en question, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on veut faire, j'ai décidé de retourner vers plus une finance traditionnelle, vers l'investissement. Donc, j'ai joint Solutions de financement par la suite. Okay. Puis... C'est quand même un parcours un peu... tout bord, tout côté, là, mais qui montre qu'à la Caisse, il y a plein d'opportunités. Est-ce que tu as toujours été analyste dans tous ces postes-là, dans le fond? Côté risque ESG / investissement durable, j'étais analyste, puis je suis montée conseillère après peut-être 2 ans dans l'équipe. Puis en solution de financement, j'étais analyste aussi, puis je suis analyste principale depuis quelques mois. OK, parfait. Rosiane, est-ce que tu voulais parler un peu de ton parcours? Oui, bien sûr. Moi, j'ai un parcours un peu atypique. Donc, j'ai commencé avec un baccalauréat en développement de carrière pour devenir conseillère en emploi. Puis finalement, j'ai adoré mon parcours universitaire, mais un peu moins la relation d'aide. Donc, je me suis réorientée. J'ai fait un baccalauréat en communication humaine et organisationnelle. Et puis, j'ai pris des cours en ressources humaines. Puis, dans le cadre de ce parcours-là, j'avais un stage obligatoire que j'ai fait à la CDPQ. Donc, j'ai fait un stage de 8 mois qui s'est converti ensuite en un emploi temporaire, puis par la suite, un emploi permanent. Donc, voilà. Parfait. Puis, pour toi, Marc-Olivier? Yes, pour moi, en fait, tu l'as mentionné tantôt, mais gradué de l'Université Laval, j'ai étudié en service financier avec un profil international. J'étais dans le Fonds Alpha durant mon parcours. J'ai gradué en 2016. J'ai eu la chance de toucher quand même à plusieurs volets de la finance dans ma carrière. J'ai fait mes stages en service financier dans un cabinet. J'ai pu aussi ensuite avoir mon premier emploi au niveau bancaire dans un rôle qui était plus du développement, un petit peu de programme de développement là, au niveau opérationnel. Puis ça m'a permis de voir que, de un, je voulais vraiment être au niveau de l'investissement, puis de deux, je voulais vraiment plus m'orienter vers l'équité que vers le revenu fixe. Puis à peu près au même moment, un ancien collègue du fonds, en fait, a partagé un poste qui s'ouvrait à la Caisse dans l'équipe de recherche. Puis, c'est là où je fais un peu peut-être le pitch pour la Caisse, mais pour moi, la Caisse m'avait toujours interpellé comme employeur. Je pensais pas vraiment avoir la chance de participer aussitôt dans ma carrière, mais pour moi, la Caisse, c'est un peu une bébite assez unique, là.
a un rôle social ou qui a une valeur sociale qui est très, très forte. On travaille pour la collectivité, on travaille pour les Québécois. Puis, en même temps, c'est un joueur de premier plan au niveau, même international en finance. D'avoir la combinaison des deux, puis le niveau de ressources qu'on peut avoir à la caisse, l'accès à des experts, l'accès à peu près tous les courtiers de la Terre, l'accès à des fournisseurs de données, le niveau de ressources qu'on a, le positionnement à la caisse, la marque de la caisse, puis la valeur sociale, pour moi, c'est une proposition unique même au Canada, puis peut-être même à l'international. Donc, vraiment d'avoir la chance de participer à ça, c'était unique. Fait que j'ai voulu saisir l'opportunité. Donc, je suis rentré à la caisse en 2017. À l'époque, c'était un programme de 2 ans, je pense plus qu'il existe d'ailleurs, là, mais donc temporaire 2 ans avec l'équipe consommation en recherche, qui est devenu permanent avec l'équipe industrielle, comme tu as mentionné tout à l'heure, depuis 2019. Parfait. Donc, c'est super diversifié comme parcours, là. Est-ce que maintenant, vous pourriez peut-être me parler un peu plus de ce que vous faites? Parce que, je pense que les trois, c'est très différent, là, votre day-to-day, puis ce que vous faites dans votre travail. Fait que peut-être qu'on va y aller différent, puis on va commencer avec Rosiane. Oui, bien sûr. Bien, nous, le mandat de notre équipe à l'acquisition Jeunes Talents, c'est vraiment de recruter l'ensemble des stagiaires de la CDPQ. On a environ, on a plus que 200 postes de stagiaires par année. Donc, ça fait beaucoup de stagiaires, ça fait un grand volume, mais c'est vraiment important pour nous parce que c'est vraiment notre bassin de talent pour après ça combler nos postes d'entrée, donc nos postes d'analystes et nos postes de conseillers. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important pour nous. Donc, nous, on recrute, dans le fond, la relève de demain. Puis, moi, mon travail, principalement, c'est vraiment le recrutement de ces stagiaires-là. Comme j'ai dit, c'est un gros volume. Donc, mon quotidien, dépendamment de où on est rendu dans les processus de recrutement, ça peut être de faire des affichages, de faire de la coordination d'entrevue, de faire des présélections, de faire des offres. Mais il y a aussi du rôle conseil qui est fait auprès des équipes. Puis, du rôle de conseil auprès des stagiaires aussi, qui sont en stage parmi nous. Donc, parfait, voilà. super intéressant. Pour toi, Marc-Olivier, ça ressemble à quoi? Oui, en fait, l'équipe recherche est au sein de l'équipe de marché boursier de la Caisse. Je dis souvent la blague, c'est un peu l'image typique que j'avais du rôle en finance dans mon premier jour, dans mon premier cours de finance, c'est exactement ce que je fais aujourd'hui. On a un rôle d'expert conseil, si on veut, au niveau sectoriel pour supporter nos gestionnaires de portefeuille dans les décisions d'investissement qu'ils font sur nos portefeuilles fondamentaux. Donc, plus concrètement, on a la responsabilité de sous-secteurs spécifiques. Pour moi, il y a 4 sous-secteurs, tant au Canada, États-Unis, Europe, Asie, vraiment global. Puis encore une fois, ça touche un peu à la valeur unique de la caisse ici, là, mais d'avoir l'opportunité de toucher à tous les marchés de façon fondamentale. Il n'y a pas beaucoup de place où on peut faire ça. Donc, on a un rôle où on doit être l'expert de ces secteurs-là. Donc, suivre les résultats des compagnies, modéliser les rendements attendus pour ces investissements-là, faire tout ce qui est de la recherche plus approfondie sur le secteur, comprendre les dynamiques compétitives, les tendances d'industrie, être vraiment into les détails de l'industrie, puis d'avoir aussi une capacité d'aller rencontrer les managements, participer aux conférences, développer un réseau, puis vraiment avoir le doigt sur le pouls de ce qui se passe dans le secteur pour être capable d'aider les gestionnaires à prendre les meilleures décisions là, pour avoir le positionnement optimum au niveau rendement-risque pour notre secteur. Là. Donc, c'est un peu comme ça que ça se décline dans le quotidien. Est-ce que ça implique beaucoup de déplacements, de voyagements, étant donné que tu dis que vous vous déplacez quand même pour rencontrer le management des équipes? Ça va dépendre un peu chaque analyste. Moi, ma couverture spécifique est plus exposée à l'Europe puis à l'Asie, par exemple. Donc, ça implique un peu plus de déplacement pour aller rencontrer les compagnies là-bas parce qu'ils viennent un peu moins souvent ici. Mais je te dirais, ça varie un peu par analyste puis à quel point... C'est pas nécessairement un élément obligatoire du travail, mais je pense que c'est une des grosses valeurs ajoutées. Puis on a tout avantage à en profiter, de se déplacer, d'aller rencontrer les compagnies, puis de comprendre qu'est-ce qui se passe sur le plancher. De lire sur une entreprise japonaise, c'est une chose, mais d'aller voir sur place, c'est complètement différent. Oui, c'est sûr. Il faut en profiter. OK, parfait. Puis toi, Claudia, ce que ça ressemble à quoi? Oui, Solutions de financement, nous, on est sous le grand mandat de revenus fixes. Donc, tout ce qui est des financements en dette à la caisse.
Solution de financement, c'est un peu comme une bébite un peu spéciale, là, juste avec le nom, tu sais pas trop ce que ça fait, cette équipe-là. Mais le but, c'est vraiment d'offrir des opportunités de financement flexibles aux compagnies, puis un peu différentes par la structuration, puis par ce qu'on met en place pour elles. OK. On peut faire, par exemple, de la monétisation d'actifs. On va venir financer, ça peut être des contrats ou des comptes à recevoir, par exemple. Fait que c'est un peu plus structuré, si on veut, qu'un financement classique. Ouais. Sinon, pour mon day-to-day, je dirais que ça ressemble quand même à ce qu'il disait aussi, là. Beaucoup d'analyse financière, des rapports, de la modélisation, mais quand même aussi beaucoup de travail d'équipe avec les autres équipes à la caisse, je dirais. Comme l'équipe recherche, une équipe qu'on utilise beaucoup, justement, quand on travaille sur une compagnie dans un secteur en particulier, puis on veut venir chercher un peu plus d'informations sur le secteur, on va collaborer avec ton équipe pour avoir le input puis le pouls sur vraiment ce qui se passe dans l'industrie. Puis sinon, tout ce qui est les équipes légales, fiscales, nous aident aussi énormément dans toutes nos transactions, puis comment on structure le tout. Là. OK, parfait. Fait que, en tout cas, on voit que chaque emploi ici est vraiment différent, puis je pense que la caisse offre vraiment plusieurs différents emplois, puis différents types de choses dans lesquelles vous pouvez vous diriger, puis il y en a un peu pour chacun. Là. Maintenant, on va passer un peu plus aux trucs et astuces, pour ce qui est des stages à CDPQ. Comme tu as dit, toi, Claudia, tu as fait un stage là-bas. Ouais. Marc-Olivier aussi a fait un stage là-bas. Pas à la caisse. Pas à la caisse, désolé. Fait que comment le processus, dans le fond, de recrutement il fonctionne pour les stages? Est-ce qu'il y a des périodes spécifiques? Est-ce qu'il y a un moment spécifique qu'il faut qu'on applique? Peut-être tu vas être plus capable de nous en parler. Oui, un peu. Tout à fait. Je vais pouvoir vous présenter ça. Dans le fond, nous, on a 3 cohortes de stagiaires par année à la CDPQ qui suivent sensiblement les mêmes cohortes, les mêmes saisons, en fait, que les sessions universitaires. Donc, on a une cohorte d'hiver qui est de janvier à avril, une cohorte d'été qui est de mai à août et une dernière cohorte d'automne qui est de septembre à décembre. Et puis, les affichages se font sensiblement tout le temps au même moment. Donc, on a une vague d'affichage qui part approximativement à la mi-décembre, une autre vague qui part à la mi-avril et une dernière à la mi-août. La seule particularité, c'est que pour nos postes qui sont en finance et en comptabilité, les affichages se font 8 mois à l'avance. Donc, si par exemple, on voudrait avoir un stage d'automne, les affichages démarreraient à la mi-décembre, alors que pour les postes des autres domaines, comme par exemple le droit, la communication, les technologies numériques, les RH, ça, c'est 4 mois à l'avance. Donc, toujours, si on voulait un stage d'automne, là, il faudrait postuler à la mi-avril. Donc voilà, puis on a aussi 2 différents types d'affichage depuis quelques temps. On a des affichages qui sont en mode bassin. Donc, c'est une description de poste pour tous les postes du même domaine. Donc, en ce moment, on a des bassins pour nos postes en investissement, en finance quantitative, puis en comptabilité. Puis comment ça fonctionne les bassins, c'est que quand les candidats postulent, ils postulent sur un bassin. Nous, on fait les tri des CV, puis les CV qui présentent un bon potentiel, on envoie aux candidats une demande pour faire une entrevue de présélection vidéo. Ça peut être un peu stressant, mais évidemment, ça se passe très bien. En quoi ça consiste, l'entrevue de présélection vidéo? C'est de se rendre sur une plateforme qui s'appelle VidCruiter. Puis là, on peut s'enregistrer en répondant à 4 à 6 questions d'entrevue. Nous, après ça, notre équipe, on évalue les VidCruiter des candidats, puis selon leur performance puis les réponses qu'ils ont données aux questions sur leur champ d'intérêt professionnel ou encore leur force et leurs points d'amélioration, on fait des maillages avec des équipes de la CDPQ. On envoie une présélection aux équipes. Les équipes décident de qui ils rencontrent en entrevue. Et ensuite, il y a une personne qui reçoit une offre. Ça, c'est vraiment pour le mode bassin, mais pour le mode qu'on dit silo, les affichages individuels, là, c'est des processus, tout ce qu'il y a de plus standard. Donc, un affichage de poste pour un poste sur lequel les candidats postulent. Après ça, il y a une présélection. Encore une fois, une entrevue de présélection vidéo VidCruiter, suivi des entrevues, puis d'une offre. Donc, 2 types de processus, mais si vous êtes particulièrement en finance ou intéressé par l'investissement, ça va particulièrement être des processus en mode bassin avec des affichages 8 mois à l'avance. Donc, le mode bassin, c'est un peu, on applique pour plus, en général, le secteur qui nous intéresse, oui. puis
la CDPQ va comme nous placer dans ce qui fit le plus avec nous? Oui, exactement. Ben, en fait, dans une des questions du Recruiter, on demande, par exemple, parmi les domaines suivants ou les classes d'actifs, quelle classe d'actifs vous intéresse le plus? Puis, dépendamment, si les personnes disent, par exemple, l'infrastructure, l'immobilier, le placement privé, le revenu fixe, ben là, c'est là qu'on va pouvoir les mailler avec les équipes. Puis, ben, les équipes ont aussi des exigences liées à leur poste, notamment en termes de connaissances ou d'expérience. Donc, on va voir aussi si les candidatures ont un fit avec ce type d'exigence ou d'expérience demandée. Parfait. Je pense que ça répond super bien à la question. C'est génial. Puis tantôt, on l'a vu un peu juste avec, dans le fond, les différents travaux que vous faites à la CDPQ. Il y a différents profils d'emploi qu'on peut trouver chez cet employeur-là. Est-ce que vous pouvez me donner un peu des exemples ou un aperçu de la diversité des parcours au sein de l'organisation? Est-ce que vous avez des idées à proposer? Oui, ben en fait, puis la recherche est peut-être un spécifique à ce niveau-là, mais les profils de gens qui sont dans la recherche est extrêmement varié. Ça va de gens qui ont un background très technique au niveau biochimie, à on a des PhD en physique, on a beaucoup de gens qui viennent vraiment de finance, investissement, comptabilité. Fait que c'est vraiment très varié. Puis c'est un peu la valeur de cette équipe-là, parce que le fait d'avoir autant de profils variés fait en sorte qu'on a des angles ou des perspectives qui sont très différentes sur les différentes questions qu'on a abordées. Puis c'est là où on crée une valeur, parce qu'on est capable d'avoir plus qu'une perspective sur une même question, là. Donc, je dirais, il n'y a pas de mauvais profil pour la recherche. Tu vois, ça me surprend un peu. Tu sais, quand tu as dit du monde en biochimie ou qui ont des PhD en physique, tu sais, je m'attendais pas à ce que ce genre de type-là se retrouve à la caisse ou encore plus dans l'équipe de recherche, là. Ben, tu sais, les marchés boursiers, la recherche c'est à l'intérieur d'un marché boursier, là, mais tu sais, les marchés boursiers, c'est très large. Tu peux avoir de l'analyse fondamentale comme dans en recherche, mais on a aussi des équipes de quant, on a des équipes qui font vraiment un travail un peu plus technique ou un travail un peu plus au niveau du marché global plutôt que sur des titres spécifiques. Fait que, comme je disais, il n'y a pas de mauvais profil. En fait, il suffit juste de trouver la façon d'aligner nos forces avec une façon spécifique d'attaquer un angle du marché. Donc, tu sais, il y a de la place vraiment pour à peu près tout le monde dans le marché boursier. C'est ça qui est intéressant, là. Est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter? Je renchérirais sur ton point. En fait, dans mon équipe aussi, là, oui, il y a les classiques un peu bac en administration, mais il y a aussi des gens qui ont fait génie avant. Il y a des avocats, il y a des... On a quelqu'un qui a travaillé en bio aussi par le passé. Fait que vraiment un peu de tout bord, tout côté. Puis je pense que ce qui nous rejoint tous par la suite, c'est la curiosité. Parce que tout le monde est super curieux puis veut travailler, apprendre, ce qui fait que ça fonctionne bien dans l'équipe pour la suite des choses. Oui, bien, il y a une réelle volonté de la CDPQ depuis quelques années d'embaucher des profils diversifiés. Donc, comme Claudia disait, oui, on a encore des profils de personnes qui ont fait administration ou finance, mais maintenant, la clé du succès, c'est pas simplement d'avoir fait un bac en finance puis une maîtrise en finance. Les profils diversifiés sont encouragés pour amener une diversité de points de vue. Donc, des personnes, par exemple, qui sont en réorientation de carrière ou qui ont fait un baccalauréat dans un domaine puis font une maîtrise en finance, c'est des profils aussi qui sont très recherchés. Puis, on a un peu pour tous les goûts parce qu'on a vraiment beaucoup de classes d'actifs à la CDPQ aussi. Donc, comme j'ai dit un peu plus tôt, l'infrastructure et l'immobilier, le placement privé, le revenu fixe, on a de la contrôle de portefeuille, on a de la recherche. Donc, toute cette variété de classes d'actifs emmène une variété de profils, une variété d'intérêts. Donc, il y a vraiment de la place pour beaucoup de monde à la CDPQ. C'est super intéressant de voir les différents profils puis les différentes avenues que ça peut donner, là. La prochaine question va peut-être être moins dirigée vers toi, Marc-Olivier. Dans le fond, c'est un peu... j'aimerais ça que vous me décriviez votre expérience de stage à la CDPQ. Je sais que vous deux, vous aviez fait le stage, là. Fait que ça ressemble à quoi, dans le fond, un stage à la CDPQ? Tu veux commencer? Oui, bien sûr. Mais moi, ce que j'ai trouvé quand j'ai fait mon stage, c'est que c'était vraiment un stage qui était professionnalisant. Je me sentais pas comme une stagiaire qui faisait les tâches que mes collègues voulaient plus faire. Je me sentais vraiment comme une pré-conseillère. Donc, oui, c'est sûr que les tâches que je faisais, c'était un peu plus simple que mes collègues, de par le fait que ça faisait pas très longtemps que j'étais là. Mais ça avait quand même un impact concret sur mon équipe, un peu au même titre que ce que ma responsable d'équipe faisait ou que mes collègues faisaient. Puis, au final, bien,
comme tu le sais, j'ai eu un poste par la suite. Puis c'est vraiment un poste que j'adore. Je suis vraiment fière d'occuper ce poste-là à CDPQ. C'est vraiment quelque chose que j'aime, m'occuper du recrutement des stagiaires. Donc, c'est sûr que ça a eu quand même un bon impact sur ma carrière, ce stage-là à la CDPQ. Oui, puis sans vouloir vraiment répéter en fait ce que tu viens de dire. De mon côté aussi, là, c'était une expérience parce que j'étais vraiment inclus à part entière dans l'équipe. Comme ça, tu te sens pas un peu comme juste une stagiaire, entre guillemets. Là, tu te sens que tu fais partie de l'équipe et que ça apporte de la valeur vraiment ce que tu fais. Fait que ça, c'est super motivant. Puis les tâches aussi, de mon côté, étaient vraiment diversifiées puis challengeantes. C'était pas non plus « Ah, pendant 4 mois, je vais faire mon juste petit carré de... » Exact. Ou vraiment juste quelque chose de petit que je vais maîtriser rapidement, mais qui va se répéter. Fait que ça aussi, c'était super agréable. Puis tu l'as mentionné tantôt, qu'à la caisse, on a plusieurs stagiaires en même temps, là, des fois jusqu'à 200. Là, Oui. C'est ça, qui est énorme. Ce qui fait que tu te crées aussi un réseau à travers ce stage-là. Puis moi, ça, tu sais, mon stage, ça fait quand même longtemps, mais il y a des gens qui sont encore à la caisse aujourd'hui que je côtoie dans d'autres équipes. Puis il y en a aussi d'autres qui sont rendus un peu partout dans d'autres entreprises, qui fait que... Quand même un bon réseau que tu t'es développé grâce à ce stage-là. Ouais, je comprends. Puis, tu sais, là, tu as dit, tu en as parlé un peu, qu'il y a plein de personnes après le stage qui rentrent à CDPQ, mais il y en a d'autres qui partent. Mais c'est quoi les possibilités pour les stagiaires ensuite d'avoir un emploi à temps partiel ou à temps plein à la CDPQ? Oui, bien, depuis quelques mois, on a vraiment réorienté un peu notre façon de percevoir les stagiaires en lien avec les postes par la suite. Donc, nos stagiaires, c'est vraiment notre bassin pour nos postes d'entrée. Donc, c'est sûr que là, ça emmène plus d'opportunités parce que quand on a un poste d'entrée qui est affiché, c'est sûr qu'on a fait la promotion à l'interne puis qu'on favorise les stagiaires puis les anciens stagiaires. Puis, on a également des opportunités d'emploi temps partiel qui peuvent arriver. C'est sûr qu'ils ne sont pas affichés, mais quand les personnes sont en stage à la CDPQ, parfois certaines équipes ont des opportunités à temps partiel à offrir pour une saison de plus. Donc, dans le fond, à peu près 50% de nos stagiaires qui sont des finissants obtiennent un poste soit étudiant à la suite de leur stage ou un poste temporaire ou temps plein. Faut dire qu'on a aussi une grande proportion de nos stagiaires qui sont pas des finissants, qui retournent aux études par la suite. Donc, eux, ils sont pas nécessairement à la recherche d'un poste. Donc, eux, on les compte pas dans nos statistiques, mais vraiment auprès des personnes qui sont finissantes ou disponibles, on a un taux d'embauche ou comme on appelle de conversion d'environ 50%. Yes. J'ajouterais peut-être qu'à la caisse aussi, il y a plusieurs équipes. Fait que des fois, un stagiaire va faire un stage dans une certaine équipe, puis finalement pouvoir trouver un poste dans une autre équipe également. C'est ça l'avantage d'être une grosse organisation aussi. Là. Tout à fait. Puis Marc-Olivier, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Est-ce que tu vois, toi, mettons des stagiaires dans ton équipe qui finalement commencent par travailler, en fait, finissent par travailler dans le fond? Je dirais que c'est... J'ai pas regardé les statistiques, mais je pense que c'est la majorité des nouveaux analystes qui rentrent ont touché à la caisse déjà par un stage ou quelque chose comme une expérience précédente. Là. Fait que je pense que c'est probablement la meilleure façon de rentrer par la suite. Là. Je pense que c'est aidant aussi parce que tu connais un peu les visages, tu connais un peu la place. Hein, aussi, c'est moins insécurisant que de commencer à quelque part totalement de nouveau. Là. Quand tu as déjà fait un stage, je pense que ça vient vraiment t'aider à commencer par la suite. Là. Ben, si je me trompe pas. Là. Puis je pense que ça aide aussi à savoir si c'est ce que tu veux faire. Hein, ouais. Parce que tu as peut-être une image en tête de c'est quoi faire de la finance, faire de la dette, faire de la... peu importe, puis de pouvoir y toucher puis d'en faire pour vrai, tu te rends compte si c'est ce que tu dois faire pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans. Là. Ouais. Puis quand on a des stagiaires à la CDPQ, on les encourage dès le début de leur stage à non seulement rencontrer les membres de leur équipe, puis apprendre à connaître les tâches de leurs collègues, mais aussi d'aller rencontrer des membres d'autres équipes pour étendre le réseau, son réseau au sein de la CDPQ, mais aussi rencontrer des membres d'autres équipes pour leur demander un peu c'est quoi leur quotidien, c'est quoi leurs tâches, puis pouvoir évaluer si c'est quelque chose qui pourrait les intéresser ou non. Donc, être à l'interne de la CDPQ, ça permet vraiment de tisser son réseau, puis d'en apprendre beaucoup sur les opportunités professionnelles qui pourraient ou non nous intéresser, puis après ça, de postuler sur les opportunités qui peuvent être attirantes pour nous. Donc, c'est vraiment... Un stage à la caisse, c'est vraiment une belle opportunité d'en apprendre plus puis de faire son chemin dans l'organisation. Parfait. Fait que je pense qu'on a fait quand même pas mal le tour là, pour ce qui est des stages. Maintenant, on va un peu entrer dans ce qui est des questions que les auditeurs nous ont posées. Donc, on va commencer avec la première question qui est
dans le fond, je pense que ça va être plus pour toi, Océane. Oui. C'est quoi les faux pas, dans le fond, que les personnes font le plus souvent lors des entretiens, des entrevues ou, comme tu as parlé tantôt, des espèces d'entrevues en ligne? Là? Oui, les entrevues de présélection vidéo. Mais d'abord, j'aimerais commencer en disant que nous, à l'équipe Acquisition Jeunes Talents, on ne participe pas aux entrevues pour les stagiaires. C'est vraiment une partie du processus de recrutement qui revient aux équipes parce que c'est vraiment eux qui sont les experts de leur domaine puis de leur équipe. Néanmoins, on connaît un peu quand même les petits faux pas qui peuvent survenir. Un faux pas qu'on retrouve souvent autant dans l'entrevue de présélection vidéo que dans les entrevues, c'est un manque de connaissance de l'organisation. Quand on fait une entrevue, quand on sait qu'on va avoir une entrevue pour une organisation, bien, ça vaut vraiment la peine d'aller s'informer plus spécifiquement sur c'est quoi la mission de l'organisation, c'est quoi leur culture, c'est quoi les derniers grands événements qui sont passés, par exemple de très bons investissements, un changement de direction, donc d'aller voir un peu ce qui se passe dans les nouvelles. On sait que quand vous cherchez un stage, vous postulez sur plusieurs postes dans différentes organisations, mais ça vaut la peine quand même de personnaliser puis de se préparer un peu pour une entrevue, pour une organisation en particulier. Puis un autre élément aussi qu'on retrouve dans les entrevues, autant en ligne qu'en personne, c'est des fois un manque d'exemples ou d'éléments concrets à dire pour appuyer ses propos. Par exemple, si jamais vous voulez dire que vous avez une grande rigueur ou que vous êtes très autonome, ben c'est facile de le dire en entrevue, mais ça vaut toujours la peine d'aller le prouver par un exemple. Par un exemple concret. Puis le truc qu'on peut donner pour se préparer de cette façon-là, c'est que quand vous postulez sur une opportunité, c'est possible d'enregistrer la description de poste de l'opportunité sur laquelle vous avez postulé sur votre ordinateur. Après, quand vous êtes appelé pour une entrevue, vous allez revoir la description de poste. Puis d'aller voir un peu c'est quoi les tâches que vous allez être amené à faire dans le stage, puis c'est quoi les exigences. Puis pour chacune des tâches, essayez de trouver une tâche connexe que vous avez fait dans un travail ou un apprentissage que vous avez fait dans le cadre de vos cours en lien avec ces tâches-là. Puis pour les exigences, autant techniques que comportementales, bien, c'est de trouver un exemple concret d'un moment où est-ce que vous avez mis en pratique la compétence comportementale ou que vous avez mis en pratique la compétence technique. Puis après ça, quand vous allez répondre en entrevue, bien, votre discours va être beaucoup plus étoffé, beaucoup plus concret, puis ça va vraiment venir être un point fort pour votre entrevue. Donc, je pense que c'est des conseils. Oui, je pense que c'est des super bons conseils. Est-ce que vous n'aviez peut-être des conseils que vous-même vous avez vécu ou que vous avez assisté peut-être à des entrevues? Peut-être que quelque chose qui me vient en tête qui est un quick win très facile, mais qui semble être parfois oublié, de passer son CV sur Antidote puis d'être sûr, ou sa lettre de motivation, d'être sûr qu'il n'y a pas de faute. Très facile, mais ça fait quand même une petite différence. Puis ça montre que tu es professionnel dans tout ça. Puis je dirais aussi de rester humble dans le processus, que c'est correct de dire que tu ne sais pas, puis tu es là pour apprendre, puis de vraiment rester humble, puis transparent. Pas faire comme si tu savais tout. Exactement. Pas être trop confiant. Confiant, mais juste assez. Je comprends. En fait, j'allais dire exactement le même point. C'est l'attitude de la personne, je pense, est très, très importante là, pour moi. C'est surtout dans un domaine qui est très technique, comme ça, souvent les entrevues vont avoir un volet technique où c'est sous-entendu que tu n'auras pas la réponse pour tout. Puis d'être capable de dire « je sais pas » ou d'essayer quelque chose en sachant que tu n'auras probablement pas la bonne réponse, mais au moins démontre ta démarche, puis sois conscient du fait que tu n'as peut-être pas la bonne réponse, puis de le faire en ayant un esprit ouvert, puis une attitude positive, c'est super important, je pense, pour ce genre d'entrevue-là. Puis, tu sais, je pense que les gens aussi sont là pour apprendre là, en tant que stagiaire. Là. Fait que, tu sais, c'est sûr, tu peux pas tout savoir déjà dès le début. Là. Exact. C'est une entrevue pour être stagiaire ou ton premier emploi d'analyste. On s'attend pas à ce que tu arrives avec toutes les réponses. Là, parfait. Je pense que ça va pouvoir pas mal aider nos auditeurs là, pour ce qui est des stages à la CDPQ, mais même les stages en général, là, un peu partout. Maintenant, on va y aller plus pour toi, Marc-Olivier. Comment ton expérience au Fonds Alpha, ça t'a un peu aidé pour ta carrière? Ben, pour moi, ça a été vraiment un complément à ma formation académique qui a été super important, super pertinent. Qui m'a permis de développer les aspects un peu plus techniques sur lesquels on ne touche pas vraiment à l'école. T'sais, des trucs aussi simples que utiliser Bloomberg, développer mes capacités sur Excel,
familiariser avec la salle de marché. Juste ça, en tant que tel, c'est un gros plus. Mais ça a été aussi mon premier vrai contact avec le processus d'investissement. Donc, parler avec un comité d'investissement, le processus de recherche, convaincre les autres. C'est une chose d'avoir une idée d'investissement dans ta tête pour ton portefeuille à toi, mais le travail qu'on fait, c'est un travail d'influence. Il faut être capable de faire comprendre aux autres ou de convaincre les autres que notre idée d'investissement est la bonne. Fait d'être capable de développer ça pendant que j'étais à l'université, ça a joué un rôle énorme. Je dirais aussi que ça m'a permis de développer un réseau, mon premier réseau à l'intérieur du domaine de la finance. Des gens que je côtoie encore aujourd'hui, que je connais, que quand je croise, c'est le fun de savoir t'es rendu là, d'avoir, si j'ai des questions, il y a des personnes que je peux appeler. Fait que de construire un premier réseau, c'est super important. Puis l'autre point que je mentionnerais, puis là, c'est peut-être plus spécifique à moi, mais ayant été le président du fonds, ça m'a permis de voir un peu l'envers de la médaille, de comprendre comment ça se gère un fonds. Là. Donc, la recherche d'investisseurs, le calcul de la valeur marchande, gérer le conseil d'administration, gérer les audits, tout ça. Fait que ça, c'est une expérience concrète que j'aurais jamais pu avoir ailleurs. Fait que pour moi, ça a été extrêmement bénéfique de participer dans le Fonds Alpha. Je peux pas dire autrement que je vous invite tous, les auditeurs, à le faire. Ils avaient tout à gagner à le faire. Là. Puis, juste parce qu'on l'a pas mentionné, mais c'était quoi les postes que tu occupais dans le fond quand tu étais dans le Fonds Alpha? En première année, j'étais analyste, comme tout le monde qui rentre. La deuxième année, j'ai été vice-président exécutif et ensuite président sur ma dernière année. Parfait. Fait que tu as pu voir un peu le côté exécutif, le côté corporatif. Tu as pu un peu voir tous les côtés du Fonds Alpha. Là. Exact. Ça m'a permis de toucher un peu à tous les volets puis de comprendre un peu de fond en comble comment ça se passe. Fait que 3 ans, ça n'a pas été trop là, pour évoluer là-dedans. Parfait, mais je suis bien content que ça t'ait été utile comme expérience. Ça continue de l'être. Je me doute que moi aussi, ça devrait être utile dans ma future carrière. Maintenant, Claudia, pour ta part, peux-tu nous décrire un projet marquant ou complexe sur lequel tu as travaillé en tant qu'analyste principal en solution de financement? Tantôt, je parlais de monétisation d'actifs, là, qui est un peu flou des fois quand on en parle. Ouais. Un projet qui m'occupe beaucoup, c'est une plateforme de location d'avions. On vient vraiment financer la location des avions, ce qui permet aux compagnies aériennes d'avoir une solution flexible pour leur financement d'avions, puis à elles d'avoir des nouveaux avions qui sont plus performants, meilleure empreinte carbone et tout. Donc, c'est positif aussi un peu côté ESG de ce côté-là. Fait que vu que c'est une plateforme qui est en place, c'est vraiment un mandat où est-ce qu'on a une relation avec un partenaire à gérer, des transactions qui sont quand même fréquentes aussi, puis tout un aspect de gouvernance qui est quand même différent dans mon quotidien. Fait que dans le fond, mettons, c'est Air Canada, s'ils ont besoin d'un avion de plus, ils vont faire affaire avec la plateforme de location. Ils vont aller louer un avion pour un certain nombre de vols, puis... Qui va être financé par la Caisse et son partenaire. OK, je comprends. Tu sais, c'est une industrie super nichée, super particulière aussi, là. Fait que c'est une expertise que jamais tu m'aurais demandé il y a 5 ans, tu vas travailler en aviation. J'aurais dit, ben non, là, j'étais à la Caisse de dépôt en ESG, pourquoi je ferais de l'aviation, mais... Ça démontre qu'on fait plein de choses, en fait. Là. OK. Non, c'est cool, c'est particulier. C'est un positionnement, je pense, assez unique de la Caisse aussi, right? Ce genre d'actifs-là, il n'y a pas beaucoup de fonds qui font ce genre de position-là. Donc, je pense que ça démontre un peu le positionnement de leadership qu'on a là, sur certains exact. marchés. C'est très niche, puis c'est rare d'avoir ça dans un portefeuille revenu fixe aussi. Mais comme c'est des loyers qui rentrent à chaque mois, ça peut venir de ce côté-ci aussi. Là. Puis le loyer vient du fait... Dans le fond, c'est les frais de location, puis la compagnie. OK, je comprends. C'est bon. Ça montre une particularité quand même de quelque chose de très, comme tu dis, spécifique qu'on fait à la Caisse qui se fait pas partout. Puis ça, c'est un projet en même temps que vous travaillez comme en continu? Oui, exact. Comme c'est une plateforme qui est sur plusieurs années, sur laquelle il y a des avions qui rentrent, qui sortent. Donc, non, c'est super intéressant. Maintenant, je pense qu'on peut y aller un peu plus du côté ESG. Comment ça influence, vous deux, vos décisions de financement, d'investissement, ce côté-là qui prend de plus en plus d'ampleur, là, on peut le dire. Là. Si tu veux commencer, Claudia. Oui, je peux y aller. On collabore vraiment beaucoup avec l'équipe ESG, je dirais. Ouais. Je peux mettre ça, si on veut, en 2 grands volets. D'un côté, il y a le calcul de l'intensité carbone de nos investissements. Donc, vraiment savoir l'intensité qui est reliée à chaque investissement. La Caisse, elle a des grands objectifs net zéro. Donc, c'est d'essayer de s'aligner pour atteindre ces objectifs-là. Puis, l'autre côté, c'est chaque transaction, on vient vraiment voir quels sont les risques ESG associés, mais aussi les opportunités. Donc, s'assurer que tout ce qui est environnement, social, gouvernance,
ça cadre avec ce que la caisse veut, puis ça cadre avec nos opportunités d'investissement aussi. Là. OK. Puis, en fait, pour faire suite à ce commentaire-là, c'est un peu une partie intégrante de la marque de la caisse. On veut se positionner comme du capital constructif. C'est très, très proche des valeurs ESG. Là. Donc, pour nous, c'est assez au cœur du modèle d'affaires. Puis, je mentionnerais que spécifiquement pour la portion marché boursier, aujourd'hui, en 2024, t'as pas le choix de prendre en compte ça. Il y a un élément juste de flot de fonds qui fait que c'est au cœur des cadres d'investissement de la plupart des investisseurs institutionnels. Donc, c'est vers là que l'argent s'en va. Économie 101, offre-demande, il y a plus de demandes pour les investissements qui cadrent avec les éléments ESG. Donc, clairement, il faut le prendre en compte. Il y a également l'élément que, je pense, les Québécois, je parle pour moi, là, mais les Québécois, les déposants s'attendent à ce qu'on gère les investissements de la caisse avec un prisme à long terme. Donc, on prend en compte l'impact environnemental, social, gouvernance des décisions qu'on prend, puis d'essayer de faire ça dans un cadre qui va être prospère et pérenne. Donc, il y a clairement, je pense que c'est attendu de nous qu'on le fasse. Puis le dernier élément que je mentionnerais, c'est pas juste... C'est très concret aussi dans le sens que les facteurs ESG ou les titres qui répondent aux facteurs ESG sont souvent aussi des titres qui sont exposés à des tendances de fond qui sont super porteuses. Je pense à des trucs comme l'électrification, à la décarbonisation des édifices. Tout ça, en plus d'être, oui, bon pour l'environnement puis bon pour des valeurs sociales, c'est porteur pour la croissance et des investissements qui font très bien dans le temps. Donc, pour nous, c'est comme un double bénéfice de prendre en compte ces éléments-là là, dans notre cadre d'investissement ici. Là. Parfait. Je pense que c'est très, très intéressant de voir un peu comment vous intégrez ça dans vos décisions puis dans vos processus quotidiens. Là, on a une couple de petites questions aussi de plus, là, étant donné qu'il reste quand même du temps. Est-ce qu'il y a des compétences ou des expériences particulières que vous recommanderiez pour réussir dans le domaine financier? Peut-être qu'on peut y aller avec toi, Rosiane. Oui, bien, le domaine financier, c'est quand même large, mais si je prends à la CDPQ particulièrement, c'est sûr que parmi ce qu'on recherche beaucoup, c'est la rigueur, c'est l'imputabilité, c'est la capacité de bien faire le travail, de le faire de façon éthique, étant donné qu'on est une organisation qui est publique, qui gère les fonds des Québécois. Nous, c'est vraiment important pour nous d'avoir des employés qui sont à leur affaire, puis qui prennent au sérieux ce qu'ils font. Je pense que c'est un point qui est vraiment important à la CDPQ, mais je pense que je laisserai mes collègues aussi qui sont directement en finance peut-être rajouter leur petit input à ce sujet. Ouais, rigueur, j'aime beaucoup, mais je dirais, on l'a nommé tantôt, la curiosité. Pour moi, c'est super important. Puis tu dois être curieux pour avoir du succès. Tu dois t'intéresser, tu dois vouloir aller creuser, soulever toutes les roches qu'il y a à soulever. Puis, En fait, la curiosité était numéro 1 sur ma liste aussi. Fait que je pense que j'apprends dans le même sens d'être capable de digérer une tonne d'informations rapidement. Ça te prend une curiosité parce qu'il faut que tu veuilles comprendre ce qui se passe en arrière. Puis développer un mindset d'investisseur aussi, c'est clé. Ce qu'on fait, au final, il y a un élément de compréhension de ce qui se passe, mais il y a aussi de l'intégration dans un cadre de est-ce que l'histoire que je suis en train de lire, quand je regarde le prix du titre, est-ce que j'ai un rendement qui est intéressant? Est-ce que j'ai un risque qui est intéressant? C'est là où il y a la distinction entre un investisseur puis juste comprendre l'histoire. Right? Fait que ça, c'est vraiment important de développer parce que de ma perception, des gens qui passent dans l'équipe, c'est souvent un des facteurs qui fait la différence entre quelqu'un qui va avoir du succès dans le domaine ou pas, c'est d'être capable d'ajouter cet élément-là dans la réflexion. Puis je dirais aussi l'autre point, puis j'y ai touché tout à l'heure, c'est la communication. C'est un travail d'influence. Faut être capable de sortir l'idée de notre tête puis de convaincre les autres qu'il y a un raisonnement derrière notre idée d'investissement. Puis c'est pas nécessairement quelque chose sur lequel on voit l'emphase au niveau académique. Communication, mais c'est tellement important. Tu peux avoir la meilleure idée d'investissement dans ta tête. Si t'es pas capable de la communiquer, elle va mourir dans ta tête. Ouais. C'est vraiment important. Je comprends. Puis, j'ajouterais peut-être même communication et collaboration.
Parce que des fois, en investissement, on a l'impression qu'on va être devant un fichier Excel toute la journée sans parler à personne. Mais au final, on communique vraiment beaucoup et on collabore avec beaucoup de personnes qu'il faut parfois convaincre, mais aussi avec lesquelles il faut travailler pour arriver à avoir du succès pour pousser notre investissement. Donc, c'est super important aussi de savoir bien travailler en équipe. Parfait. Donc, maintenant, on va y aller. Une petite dernière question, là. En fait, ça serait un conseil que vous auriez à donner aux investisseurs ou à des étudiants, peu importe, qui veulent se diriger vers le domaine financier ou, comme vous l'avez dit, il y a d'autres domaines, c'est pas seulement financier à CDPQ, fait qui aimeraient ça se diriger vers ce domaine-là. Oui, mais moi, le conseil que je donnerais puis que je donne à toutes les fois que je fais dans des événements universitaires, c'est vraiment, durant votre parcours universitaire, allez saisir les opportunités de garnir votre CV. Ou comme je dis en anglais, de pimper votre CV. Donc, allez chercher ces opportunités-là d'avoir des expériences de bénévolat ou d'emploi étudiant en lien avec votre domaine, de vous impliquer dans un comité étudiant, dans un fonds d'investissement, d'aller chercher des stages d'été ou d'automne et d'hiver pour vraiment venir garnir votre CV. Quand vous allez déposer votre candidature par la suite, ça va vraiment vous donner un avantage concurrentiel. Puis ça va démontrer aux employeurs que vous êtes prêts à en faire plus que simplement étudier pour avoir des bonnes notes, mais vous avez aussi la motivation et la détermination pour mettre ce petit plus-là, cette petite détermination-là de l'avant. Puis vraiment, ça fait des belles candidatures. Ça va rendre votre candidature très, très attrayante pour les employeurs. J'irais peut-être dans le même sens, mais ici, je vais m'adresser spécifiquement, par exemple, aux étudiants de l'Université Laval, parce que c'est la réalité que moi j'ai connue. Mais l'Université Laval n'a rien à envier aux autres universités en termes de formation académique. Par contre, elle vit dans une réalité où elle n'est pas dans le plus gros marché financier qui existe à Québec. Right? Donc, je pense que c'est d'autant plus important de vraiment sortir de sa zone de confort, puis vraiment, je dirais, faites-vous voir. Si vous avez l'opportunité d'aller à des stages à Québec, mais à Montréal ou même à l'étranger, faites-vous connaître, développez-vous un réseau qui dépasse un peu le cercle universitaire où vous êtes, participez à des cocktails de réseautage, des trucs comme ça à l'extérieur, parce que c'est triste ou pas, mais c'est la réalité d'étudier à Québec, c'est qu'il va falloir que tu fasses un effort un peu plus actif pour aller chercher de l'exposure et avoir un c'est sûr qu'il y en a beaucoup moins qu'à Montréal, là. Puis il faut que tu trouves, comme tu dis, une façon un peu de te différencier, là. Exact. Fait que ça soit les associations étudiantes, que ça soit les événements, que ça soit tes réseaux, tes contacts, tout ça. Je pense que, comme tu dis, c'est vraiment une bonne façon d'aller te différencier puis comme de te faire connaître un peu, pas seulement à Québec. Exact. Puis est-ce qu'on peut finir avec toi? Un dernier conseil? Un petit conseil spécial, femme en finance, j'aurais le goût de dire. Vas-y. Parce que souvent, on hésite à appliquer à un poste quand on coche pas toutes les cases, versus nos collègues masculins qui, des fois, foncent. Donc, je dirais aux filles de ne pas hésiter à appliquer sur les postes. Même si tu coches pas toutes les cases, prends la chance, applique, pose des questions, puis des chances que ça fonctionne. Parfait. Donc, je pense que c'est super bon conseil. Puis, nos auditeurs, ils devraient être très heureux d'entendre ces conseils-là. Puis, c'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Donc, merci beaucoup à vous tous d'avoir été présents et à la CDPQ aussi d'être, dans le fond, de vous être déplacés puis d'être venus enregistrer. Puis, aujourd'hui, on est dans un espace différent. On est au studio SF à Montréal. On s'est déplacé pour aller faire le podcast avec la CDPQ. Puis, aussi, je tiens à remercier nos partenaires qui sont de la Folle de la Finance, qui sont dans le fond IA Groupe Financier, Mallette et Beneva, puis notre propulseur CFA Québec. Donc, je tiens encore une fois à vous remercier beaucoup et à remercier nos auditeurs qui vont sûrement vraiment apprécier les généreux conseils que vous leur avez donnés. Merci beaucoup. Merci.